Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un quiz Harry Potter pour savoir de quelle maison Poudlard vous appartenez. Comme le chapeau, quand Harry Potter, justement, dans le premier épisode, met un chapeau sur la tête qui lui dit dans quelle maison Poudlard il va faire ses études. Donc, ce quiz de personnalité, vous l'avez déjà vu dans d'autres choses, surtout dans Facebook, il y a ça, où vous choisissez quel personnage de Game of Thrones, quel personnage de Naruto, quel personnage de je ne sais pas quoi êtes-vous, et ben vous avez votre personnage. Et donc, euh, et donc l'idée c'est de reproduire ça en JavaScript. Et pour faire ça, on va commencer par une première partie. On va voir la structure HTML, pardon, je sais même plus parler ce soir. On va faire la structure basique des screens, puisque quand on va voter sur une réponse, on va passer à la prochaine, et ça c'est le JavaScript qui va le permettre. On va sauvegarder les réponses. Et on va s'arrêter à là pour la première partie, parce que c'est déjà pas mal. Et pour la deuxième partie, on va ajouter des images aux questions et on va calculer le score, on va faire l'algorithme. Pour l'algorithme de calcul, je précise comment on va le faire parce qu'il ne sera pas supra complexe, on va le faire très simple pour comprendre l'idée. C'est-à-dire que chaque question sera très simple et très claire. Elle aura un coefficient 1 pour la maison en rapport. C'est-à-dire que, enfin on le verra juste après, mais on va pas faire des questions des réponses pardon, qui auront un coefficient pour deux maisons séparées, par exemple, à un coefficient de 75 pour une maison et 25% pour une maison pour une même réponse. Ça va complexifier un peu les choses, donc on va pas le faire. Donc ça sera une réponse, une maison. Donc à chaque fois, il y a quatre maisons dans Harry Potter, il y aura quatre choix. On va faire très très simple. Mais tout de même, je vais expliquer rapidement comment on ferait si on fait un algo un peu plus complexe, parce que dans les vrais quiz de psychologie, euh, donc je suis pas psychologue, mais je peux pas attester de ça totalement, les réponses que vous avez peuvent parfois répondre à plusieurs pans de la personnalité. Donc une réponse aura peut-être 75% pour un pan de personnalité et 25% pour un autre. Donc c'est pas des vrais quiz de personnalité là. Qu'on soit clair. Le but c'est de coder et de s'amuser. Euh, donc d'ailleurs, de quelle maison Harry Potter êtes-vous selon vous, Julie et Abdullah? J'aimerais bien savoir. Et s'il y a d'autres personnes sur le chat, n'hésitez pas à dire que vous êtes là. Salut Community Showcase. Donc n'hésitez pas à dire que vous êtes là, comme ça bah, c'est tout. N'hésitez pas à dire que vous êtes là. Alors, on va commencer avec l'index HTML. Donc, il y a eu un petit problème de son, donc j'avais déjà commencé l'index HTML. Euh, Assez classique, j'étais pas allé très loin. J'ai chargé le link, la balise link pour charger le CSS. J'ai chargé la balise script pour charger le JavaScript. J'ai aussi créé donc le CSS avec une balise par défaut pour m'assurer que ça fonctionne, et j'ai chargé le JS avec une ligne de code par défaut pour m'assurer que ça fonctionne. Donc là j'ai la base, j'ai écrit un petit texte dans mon HTML, et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ma page avec le live server. Pour installer le live server, la ligne de commande live server, il faut installer tout d'abord Node.js sur nodejs.org. Sur nodejs.org, vous prenez la version 12. Ah, la current elle est en 15. Ok. Donc prenez la LTS ou la current. Et une fois que vous avez téléchargé Node.js et installé, vous avez accès dans vos lignes de commande à npm. npm qui est le Node Package Manager, et ça vous permet d'installer en global le live-server. Donc si vous êtes sur Windows, ouvrez bien votre terminal, donc votre invite de commande en administrateur. Et si vous êtes sur Mac, faites bien le sudo juste avant, parce que quand on fait une install en global, le -g ici,
eh bien vous avez absolument besoin du sudo où vous entrerez votre mot de passe juste après. Donc moi j'ai déjà fait tout ça. Une fois que c'est fait, j'ai le live server qui est disponible, je le lance et ça va créer un serveur, voilà, qui lance ma page. Donc on est très bien, sauf que moi en fait c'était pas color, c'était background color que je voulais faire. Mais c'est pas très grave, ça veut dire que ça fonctionne, mais je préfère avoir en background. Super. Et là le live server, bah, il recharge automatiquement la page à chaque fois que je modifie le code. On vérifie dans l'inspecteur que le script a été chargé lui aussi. Super, script loaded. Donc le favicon, lui, c'est par défaut, il attend un favicon, il n'y a pas besoin de ça. Ne vous souciez pas du favicon. En tout cas, pour ce qu'on fait. Super. Donc, on commence. On va commencer. Alors, je vais enlever tout ce boilerplate code que j'avais mis pour pré-tester. On va commencer par faire une structure HTML dans laquelle j'aurai mes 3 écrans qui sont les écrans l'écran de démarrage, donc quand on arrive, bienvenue sur le quiz Harry Potter, donc le welcome screen. L'écran de questions, donc quand j'ai la question et les possibilités de réponse. Et le troisième écran, l'écran final, l'écran de score, qui nous dit voici ton score, voici ta maison, rentre chez toi et recommence un nouveau quiz ou partage ce quiz si vous voulez si vous mettez votre quiz en ligne et vous voulez le partager, vous pourrez avoir un lien de partage sur Facebook, ce genre de choses. Bon, on fera pas tout ça, mais en tout cas c'est l'écran de fin où vous mettrez à peu près ce que vous avez envie. Donc on va créer ces 3 écrans. Donc div class welcome screen. Hop. Question screen et end screen pour la fin. Dans le welcome screen, pardon, on va commencer tranquillement. On va avoir un H1 qui va dire bien, on va tout faire en français parce que les questions sont en français. Bienvenue à Poudlard, mon jeune sorcier. Mes jeunes sorciers et jeunes sorcières. Je ne sais pas faire la voix, mes jeunes sorciers. Voilà. Je ne sais pas faire les voix de sorciers, de sorcières. Vous m'en excuserez. En tout cas, je vous présente mes excuses là-dessus. Vous m'excuserez si vous le souhaitez. Bienvenue à Poudlard. Entre dans... mets le choixpeau. Je crois que ça s'écrit comme ça, hein, je sais pas. Mets le choixpeau pour savoir dans quelle maison tu vas suivre ta scolarité. Voilà. Et là, il recharge pas. C'est normal parce que j'ai arrêté le live server pour une raison qui m'est totalement inconnue. Super. Deuxième, et on va faire le end screen, ça va être plus rapide. Ce sera un H1 aussi. Donc là, il y a 2 H1 dans la même page, sauf qu'ils ne seront pas affichés au même moment. Donc on peut. Bravo. Ta maison est choisie. Balise P, on met la maison. Donc moi, c'est Gryffondor. Comme ça. Je mets une classe house. Et enfin, un bouton rejouer. Voilà.
rejouer. Voilà, bravo, ta mission est choisie. On va mettre un texte, va à, tu entres dans la maison. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un span autour. Et pourquoi on va mettre un span? Parce que le but, c'est de tout le temps garder ce texte. Tu entres dans la maison. Et là, ça va être Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard, bien sûr. Et le but, c'est qu'en mettant un span, donc le span, qu'on mette le span ou qu'on mette rien, ça ne change rien visuellement. Parce que le span, justement, c'est une balise inline. Je rafraîchis, ça ne fait rien du tout. Mais ça permettra, nous, avec le JavaScript, de pouvoir cibler ce texte indépendamment du reste pour pouvoir changer le texte à l'intérieur ici. Donc c'est pour ça que je crée ce petit span pour être sûr que tout mon texte reste tel quel, mais par contre celui-ci va changer. Et là, ce premier texte, il sera tout le temps le même dès qu'on commence. Ensuite, dans la partie question, pareil, on va avoir cette même idée que si le texte doit changer, eh ben, on le met dans une balise ou un sélecteur bien qui est unique afin qu'on puisse pouvoir le changer en JavaScript. Donc à chaque fois qu'on écrit son HTML, on pense au JavaScript et au CSS. C'est ça un peu qui est difficile. Donc moi je le fais directement, mais vous le faites petit à petit en trial and error. On essaye, on fait des erreurs et on change petit à petit. Je dis ça, mais peut-être que moi aussi je vais me tromper. Enfin, c'est pas peut-être, c'est certain. Et ensuite, en H2, on va avoir la question qui va être... on va mettre en test la première question. Quel est... Allez, honneur aux dames. Car je suis déjà un homme, on va avoir de la parité. Quelle est ta femme préférée dans la saga? Et on va mettre des UL qui seront les listes des réponses. UL. Alors, et là, si ça fonctionne une fois sur 4. Je vais vous montrer un petit truc cool dans VS Code. Ouais, super. Donc là, j'ai sélectionné les 4 lignes d'un coup. Donc moi, j'ai fait sur Mac Option Shift et j'ai cliqué sur les 4 lignes. Et là, comme ça, je peux écrire la même chose sur les 4 lignes d'un coup. Sauf que là, ça va pas fonctionner parce que ouais, il va passer à la ligne pour la fin. Mais c'est pas grave, je vais fermer et recopier ça. J'ai mal copié parce que j'ai récupéré le breakline. Voilà, super. Ok, donc là on a un petit test, on a une question qui est déjà préparée. Et on va continuer. S'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat que je vous vois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, on a notre première base où on a les 3 écrans qui s'affichent tous, mais on veut pas ça. On devra afficher un écran après l'autre. Donc on va mettre une petite base de CSS pour avoir un écran puis l'autre. Donc l'idée c'est que quand j'affiche Poudlard, le welcome screen, je n'affiche pas le question screen et je n'affiche pas le end screen. Donc je vais faire ça en CSS. Je vais avoir point welcome screen. Pourquoi? Non, c'est bon. Welcome screen qui va être en fait il est display block, donc en fait il va être même display flex. On va les mettre en display flex. Donc par défaut il est rien, il est déjà non display flex, très bien. D'ailleurs ils vont être tous les 3 en display flex. Donc welcome screen, question screen et parce qu'on va faire du flexbox. Voilà, j'ai décidé ainsi, j'ai pas soumis au vote. J'espère que ça vous plaît. Mais je sens que ça va vous plaire. End screen.
Voilà. On fait un display flex. On updatera après en fonction de chaque screen. Mais en tout cas, ils vont tous être display flex. Par contre, donc le welcome screen, c'est le premier à être affiché. Donc on le laisse s'afficher. Les deux autres, le question screen et le end screen, ils vont disparaître. C'est pas ils vont disparaître, ils ne vont pas être affichés au début. Donc là, il va être en display none. Voilà. Et comme ça, on peut afficher le texte. Et le welcome screen, il va être en flex direction colonne. Voilà, de haut en bas. On en profite, on va mettre un height 100 VH de hauteur et un... Est-ce que je le mets partout? Oui, pour l'instant je le mets partout. Et un pas un display et un justify content center. Voilà. Et un align items center. Voilà. Et ici, on aura un text line. Là, c'est vraiment... Je pense qu'ils seront tous en text line center. Voilà, hop. Voilà, comme ça. Super. Yay! Est-ce qu'on va se prendre une petite photo de Harry Potter sur internet? Let's go. Harry Potter. Parce que ça, j'avais pas prévu. Harry Potter background. Desktop background. Background desktop. Enfin, un fond d'écran Harry Potter en fait. Oh, yes! Harry Potter! Let's go! En fait, sauf qu'il y a Poudlard ici. Non, mais celui-là il est plus stylé. Sauf qu'il est pas grand du tout. Donc, un petit truc dans Google, quand vous faites une recherche, il y a les c'est mort, non, c'est settings, c'est tools, ouais, tools. On peut avoir la taille, et là je dis large, et ça va prendre que des grandes images. Bon, bah let's go. En plus, on a. Ah, Poudlard en feu! On s'en fiche, hein. Let's go. C'est beau, voilà. C'est beau, Poudlard en feu. Donc, je sauvegarde, et là, je l'appelle background. Hop. Non, pas du tout. Je suis pas du tout sur le bon dossier. Desktop. Quiz Harry Potter. Image. Background. C'était pas prévu, mais ça sera plus beau. Et on va se mettre un... Maintenant, on va se mettre un... Au moins sur le welcome screen, je sais pas si on va le garder partout. Parce que... c'est pas background color, c'est background image. URL. L'URL, ça va être quoi? Ça va être... on remonte d'un niveau, on va dans le dossier image à partir du dossier CSS. Et on fait image background.jpg. Voilà. Vous voyez ici, on a des espaces là. Ça, c'est les margins sur le body par défaut. Donc on va l'enlever. Les autres lives, on l'a pas parce qu'on n'a pas de background image. Donc margin 0. Voilà. Et le texte sera en blanc. Color white. Voilà. Sauf que l'image était... Ouais, là... Ah oui, il manque beaucoup sur l'image. Donc on va lui donner background position. C'est pas background position, c'est background size, je crois, cover. Ou contain. Contain, c'est très bien. Voilà, super. Non, c'est pas bien, c'est cover. Alors. Ce contain, vous voyez, elle duplique. Et là, en fait, il prend la taille maximale possible en fonction de l'image. Nice. J'aime. On peut même avoir un background position. Parce qu'en fait, si vous regardez sur l'image de base, il y a un peu plus de mer qui apparaît. Donc on peut décider background position Y sur l'axe Y de haut en bas. De le faire à moins 50 px. Je sais même pas si ça va fonctionner avec le cover. Alors,
on va réduire comme ça. On va le mettre à 0. Ouais, ça change un petit peu. Et donc c'est bien. Ouais, sauf qu'après, il y a celui qui apparaît en bas. Donc non, non. On va l'enlever. Cover, c'est bien. C'est cool. Sauf qu'on va mettre background, background position toujours. Mais ça, c'est sur l'axe X. X, on va le center. Voilà. Ok. Parce que à chaque fois, quand je réduis, ça bougeait pas. Yes. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, c'est rapide. Ok. Donc, bienvenue à Poudlard, mes jeunes sorciers, et avec un petit bouton, pour démarrer. Ça serait cool. Hop. Button. Démarrer. Voilà. Super. Donc, il marche pas. On n'a rien mis derrière. On n'a mis aucun événement. Ensuite, j'ai mes questions. Bah, première chose qu'on va faire, je suis sur cet écran. Je vais passer à l'écran d'après. Pour passer à l'écran d'après, moi ce que j'aime bien faire, et pour ceux qui démarrent, ça on va le réduire parce que on n'a pas du tout besoin. Ce que j'aime bien faire, c'est vous montrer comment on le fait en CSS. Et une fois qu'on a bien compris en CSS, et ben on fait la même chose en JavaScript. Donc, en gros, quand je vais passer à un autre écran, je dis que le welcome screen, il passe en display none, mais que le question screen, il passe en display flex. Et on regarde. Oui, parce que j'ai mis texte blanc sur blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le background, il sera sur tous. Ok, voilà. Hop. Il sera sur tous. Ça, c'est réglé. Et voilà. Et là, on a pareil, le display. Voilà. Et donc là, on a bien uniquement, donc c'est au démarrage, mais le but c'est de reproduire ce qui va se passer au démarrage. Et après, quand on ira sur le end screen, ce qu'on veut, en fait, c'est plusieurs étapes là. C'est première étape, step 1. Alors ça, c'est un commentaire JavaScript qui ne marchera pas ici. Donc step 1 et le step 2, on imagine, c'est après de dire, vu que le welcome screen il est déjà en none, c'est de passer le question screen en none encore une fois, comme au début, et de prendre le end screen qui passe en flex. Et qu'est-ce que ça donne? Ça affiche le dernier résultat. Donc nous ce qu'on va faire, c'est à chaque fois que je vais cliquer sur une chose, on va passer d'un écran à un autre. Sauf sur le step 2, que je vais mettre en commentaire, sauf sur le step 2 où le clic ici va me faire passer d'une question à une autre. Donc ça sera toujours l'écran question, mais ça sera une nouvelle question. Donc ça, on va voir ça pendant. C'est un peu plus compliqué. Donc c'est parti, je vais effacer tout ça parce que c'est le code qui me permettait de comprendre un peu ce qui se passait, de pré-tester avant de le mettre dans le JavaScript, parce qu'une fois qu'on est dans le JavaScript, c'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus de choses à capter. Première chose que j'aime bien faire en JavaScript, vous n'êtes pas obligé, parce que quand vous faites un petit site comme ça, enfin un petit quiz comme ça va fonctionner, mais c'est une bonne habitude de tout le temps créer un event listener, donc un écouteur d'événements et pas de vêtements, qui attend le chargement de la page qui attend le chargement du JavaScript et du CSS avant d'appeler le JavaScript. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer une fonction, donc const init qui sera une fonction qui est égale à une fonction. Donc c'est la fonction d'initialisation. Et cette fonction d'initialisation, console.log, oups,
init. On va la démarrer unique sur le window. On va ajouter au window un event listener, add event listener, avec un E majuscule et un L majuscule, puisque ce sont trois mots différents, donc deux camel case. Le add event listener, il attend deux paramètres. Le premier paramètre, il en attend plus, mais on n'en a pas besoin des autres. Le premier paramètre, c'est l'événement. L'événement ici, c'est le chargement de la page, load. Chargement en français, c'est load. En anglais, c'est load. Et le deuxième paramètre, c'est tout le temps le même, c'est une fonction. Et cette fonction, elle attend event, mais nous, on n'a pas besoin de cet event. Sauf que cette fonction, soit je crée une fonction et j'écris du code dedans, soit j'appelle directement init, qui est lui-même une fonction. On recharge la page, on ouvre l'inspecteur, on s'assure que notre init a été appelé. Console, init, super. Donc maintenant, je peux commencer à faire mon code. Et dans mon code, à l'initialisation, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des variables qui vont attacher mes éléments de l'HTML avec mon JavaScript. Et donc, on va appeler les éléments de l'HTML en JavaScript. Et quand on appelle des éléments d'HTML en JavaScript, on les appelle des éléments du DOM, Document Object Model. Je le mets là, DOM. Document Object Model. Si vous savez déjà tout ça, je vais accélérer. Si je vais trop vite, je vais plutôt accélérer. Mais si je vais trop vite, n'hésitez pas à me dire, parce que là j'explique des choses que vous savez peut-être déjà. Je le laisse, ça ne coûte rien à part quelques octets, mais je suis riche en octets. Donc, on va créer des éléments. On va créer des variables qui vont contenir nos éléments du DOM. Donc le ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une const else. On va charger tous nos éléments dans une variable de structure qui est un objet. Et on va créer notre premier élément qui va être notre welcome screen. Notre welcome screen par défaut il sera nul. Parce que là, la page elle n'est pas encore chargée. Selon notre code, notre page est chargée ici. Page as loaded. Donc en dehors de cette fonction, la page n'est pas encore chargée. Donc le welcome screen, il est nul. Ensuite, on va avoir après le welcome screen, on aura le question screen, nul. On aura et le end screen, voilà, qui est nul. Ensuite, on aura le welcome button. Welcome BTN, ça ira plus vite, qui est nul par défaut. Tout est nul, enfin nul, inexistant. Le nul en anglais c'est inexistant, donc c'est pas un jugement de qualité sur les noms des variables. C'est un type en JavaScript et dans d'autres langages, oui, en PHP aussi. Donc ici j'ai le bouton, j'ai le nul. Après j'ai les answers. J'ai les réponses. Les réponses. On va cliquer sur les réponses aussi. Donc, vu qu'on va cliquer dessus, je veux créer une variable pour pouvoir les récupérer. Et le dernier truc, j'aurai le end button. Donc le bouton de fin qui me fait revenir à l'écran du début, qui sera nul. Alors j'aurai peut-être d'autres choses, je pense qu'à ça pour le moment. Et ce que je fais, c'est qu'au chargement de la page, je les attache. J'attache chacune des variables à un élément existant. Donc else.welcomeScreen est égal à document. Donc ceux qui connaissent peut-être getElementByClassName, c'est ce qui existait avant, mais aujourd'hui il y a le query selector all ou query selector. Le query selector all est différent du query selector parce que le query selector all il va prendre tous les éléments qui il va retourner un arrêt qui retourne tous les éléments qui correspondent à notre sélecteur CSS. Le query selector il va retourner un élément et ça sera le premier élément qui correspond à mon sélecteur CSS. Et donc moi mon sélecteur CSS c'est welcome screen avec le petit point devant. Donc ce que je fais souvent, oups, je voulais fermer, voilà ça. Ce que je fais souvent, c'est que en CSS, en HTML, pardon, la convention, pas de souci, Julie, on reprend. De toute façon, ça c'est des choses que tu connais.
Donc t'as rien perdu pour l'instant. Donc welcome screen, moi ce que je fais souvent, c'est que mon HTML, la convention HTML dit que les classes sont, si elles sont en plusieurs mots, elles sont séparées par des tirets. Sachant qu'on peut avoir plusieurs classes dans... on peut avoir plusieurs classes, hein, je précise. Ensuite, mais si on a une classe qui a plusieurs mots dans le nom de la classe en elle-même, donc et on a question et screen, alors... Hop, excusez-moi. J'avais des notifications qui tournaient. Donc, question screen, on met des tirets en HTML, sauf que la convention en JavaScript, c'est les camel case. Donc moi, j'ai le nom qui correspond. Donc welcome-screen devient welcome screen camel case. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Ensuite, question screen, ici, question screen. Et en fait, ça vous permet de mapper, de créer une petite carte dans votre tête qui est beaucoup plus simple pour vous souvenir des choses, des noms de vos variables. Si mon élément, ma variable, elle a le même nom que mon sélecteur, bah, c'est plus simple à retenir que d'avoir des noms séparés à chaque fois. Et là c'est différent, mais c'est un welcome button. Et en fait, ce welcome button, il vient d'où? Ça c'est cool parce que soit, en fait, ce que vous aurez pu faire, c'est else.welcome button est égal à document.querySelector. Et là, dans le welcome screen, il n'y a qu'un seul bouton. Donc je fais welcome-screen. Et là, j'appelle le button. Et là, ça va capter le bouton. Sauf que ce qui coûte le plus cher, c'est appeler le DOM. Et appeler en plus tout le document pour chercher dans le welcome screen le bouton. Mais on a déjà le welcome screen. Donc ce qu'on va faire pour optimiser ce petit appel, on va réappeler l'élément welcome screen. Et dans le welcome screen, on va refaire un query selector. Et là, on aura le button parce qu'il n'y a qu'un seul bouton dans welcome screen. Donc c'est déjà bon. Et là, c'est un peu plus rapide, sachant que notre page est simple. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est toujours mieux. Et pareil, là, c'est le end screen. Voilà. On est bien. Donc première chose qu'on va... Alors là, j'ai tout mis, mais j'aurais peut-être déjà pu commencer par le premier écran, c'est-à-dire de faire, quand je clique sur démarrer, le premier bouton, quand je clique sur démarrer, on passe aux écrans de questions. Donc on va faire ça. Je vais le faire de manière assez simple et après je vais l'optimiser juste après. Et après je vais l'optimiser juste après. Donc il y a un après en trop. Else.welcome button. Et là, pareil, on va faire un event listener. On va ajouter un événement à notre bouton. Donc, et c'est quoi cet événement? Ça va être le clic. Donc, regardez, c'est un peu la même notation. Donc, je choisis l'événement, c'est le clic qui est de type string. Et à l'intérieur du clic, je vais avoir une fonction. Et cette fonction, elle va faire quoi? Eh ben, elle va changer l'écran. Elle va passer d'un écran welcome screen à l'écran question. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Donc ça, on se rappelle ce que je vous avais montré, les étapes. On va passer le welcome screen en display none et on va passer le question screen en display flex. Donc pour faire ça, on va faire else.welcomeScreen. Et sur le welcome screen, on a le style, l'attribut style, enfin la propriété style. Et cette propriété, elle accède à tous les éléments CSS. Donc on peut accéder au display. Et là, le display, il sera none. Mais pour le question screen, le display, il sera flex. Donc quand je clique, voilà, on est bien passé d'un écran à l'autre. Et maintenant, on va optimiser ça parce qu'on va passer de plusieurs écrans d'un écran à l'autre.
Donc ce que je vais lui dire, c'est que je vais créer une fonction const change screen et je vais lui dire le nom de l'écran. Donc je vais mettre en paramètre ici screen name. Ouais, on va faire un petit truc assez cool, j'étais en train de réfléchir. On va... Donc, en gros, là je vais faire une fonction qui va gérer tous les écrans de tout mon quiz. Donc, au lieu de... Quand je commence ici, quand je clique sur le Welcome button, je sais que c'est le Welcome screen qui est on, puisque je peux cliquer dessus. Et après, il devient off. Là, dans ce cas, dans le change screen, il n'a aucune connaissance de quel écran est on et off. Donc, on va mettre off tous les écrans, sauf celui qui est screen name. Donc, en gros, on va faire else.welcomeScreen.display est égal à none. On fait la même chose pour question et end. Par contre, le welcome screen, le screen name, il va devenir flex. Et ça, en fait, le screen name, il va s'appeler soit welcome, soit question, soit end. Donc on va jouer, on va faire un petit peu les malins. On va utiliser la notation de l'autre notation l'autre notation pointée pour appeler un objet. On va utiliser les crochets pour dire screen name plus une concaténation screen. Et comme ça, si screen name est égal à welcome, ça fera welcome screen. Point display est égal à flex. Comme ça. Donc on va tester. Donc on va remplacer ma fonction ici par change screen. Et là je mets pas welcome. Je veux afficher là. D'ailleurs, on va pas l'appeler change screen, on va faire display screen. C'est beaucoup mieux comme nom. Parce que s'il y a un changement, il y a un état d'avant et après. Le display, ça dit on affiche tel écran. Je trouve ça un peu plus clair comme notation. Display screen question. Et quand je clique, ça ne fonctionne pas. Screen name. Donc j'ai bien envoyé question. Et else screen name. Display screen. On va faire un petit console log, m'assurer que screen name est bien appelé. Tout ça. Je clique. Donc il va bien sur le screen name qui est question, else. On va faire une variable const screen est égal à ça. On va faire un console log. Ah oui, merci. Ok, super, c'est ça. J'ai oublié le style. Bon, je vais quand même faire ce petit truc là. Ça permettra de comprendre comment. Merci Julie. C'est exactement ça. J'avais oublié le style, tout simplement. Voilà. Donc la variable screen. J'allais vérifier si j'appelais bien mon élément. Et après, je serais tombé sur l'erreur. Donc j'appelais bien mon élément. Donc là, il n'y avait pas d'erreur. Mais c'est vrai que j'appelais pas style. Et d'ailleurs, je ne le fais pas sur les autres. Alors que je l'ai fait juste au-dessus. Enfin, je l'ai déjà effacé, mais... Ouais, merci. Super. Donc, et là, ça fonctionne. Super. Alors je laisse en commentaire mes console log, c'est toujours bien de les avoir. Et à chaque fois que je redémarre, que je rafraîchis, que je sauvegarde mon code, ça redémarre, ça fait le live server. Donc ça, faut faire attention quand on code. Super. Donc maintenant, j'affiche à chaque fois la question. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais proposer une réponse. Je vais cliquer sur une réponse. Et quand je vais cliquer sur une réponse, je vais passer à la question d'après. Donc je vais
Donc moi, il faut que je crée quelque chose où j'ai toutes mes questions qui sont les unes après les autres. Donc je vais faire const questions. Et je vais avoir dans mes questions un array d'objets qui va contenir chacune des questions. Donc question, oui, question. Donc un objet avec la propriété question. Donc question, ici, voilà. Hop. Et une answers, comme ça, avec toutes les réponses possibles. Hop, 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 hop. Ah non, là ça fonctionne pas. Tac, tac, hop. On va quand même rajouter la possibilité d'avoir un string, une chaîne de caractères en français dans le texte. Voilà. Et enfin, on va avoir right answer. Et en fait, non, il n'y a pas de right answer, pardon. Ça, c'était mon habitude. Et en fait, dans les answers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir. Ça, on va le faire juste après. C'est la partie algo. Excusez-moi, je dois juste remettre mon. Je vais charger mon autre ordi qui est bientôt vide, qui est mon retour écran pour voir ce que vous voyez. Oups. Voilà. Je suis prêt. Et il y a une autre partie qu'on va voir juste après. Non, on va pas la voir juste après parce que ça va modifier ma structure de données. Donc je vais le préparer dès maintenant. En fait, dans mes answers, je vais avoir, donc dans mes réponses, je vais déjà avoir des objets qui vont dire donc la teneur de la réponse, donc qui va être donc la title, et aussi la maison à laquelle il se rapporte. Donc house, tout simplement house. Et là, Hermione Granger, c'est une Gryffondor. Donc, et je vais tout mettre en minuscule. Gryffondor. Et je crois que c'est un Y en anglais. Gryffondor, oui, c'est ça. Hop. Et je refais la même structure pour toutes les autres. Et là, on va avoir Bellatrix Lestrange, qui est une Serpentard, qui est Slytherin en anglais. J'ai appris les noms en français pour le live. Et on a Luna Lovegood. Alors là, je suis pas totalement sûr pour Luna, mais en fait, normalement, Luna, elle peut pas être pouf souffle. Elle est trop bizarre pour être pouf souffle. Donc j'imagine que c'est Nymphidora. Ah, ça se dit Nymphadora en français. Nymphidora en anglais, je crois. Nymphidora qui est pouf souffle. Donc pouf souffle, Hufflepuff en anglais. Et le cerf d'aigle. Donc ça c'est le français. Et Ravenclaw. Voilà. Hop. Donc là, on définit que chaque réponse va déjà avoir une maison préenregistrée. Et l'idée, c'est qu'après avoir répondu à toutes les questions, eh ben, on va simplement calculer le nombre de Gryffondor comparé au Slytherin, comparé au Ravenclaw et au Hufflepuff. Et donc là, on a notre première question qui est faite. En fait, c'est la deuxième. Parce que dans l'ordre, j'ai déjà nommé mes images avec les ordres de questions. Donc, je vais juste faire ça. Pourquoi mon indentation? Ah oui, ok. Hop. Avant de passer à l'étape suivante, on indente. Hop. Voilà, super. Super.
Donc là, j'ai bien défini tout, et même pour la partie 2. Donc on est très bien. Et l'idée, c'est que quand je charge la première question, enfin quand j'appuie sur démarrer, ça charge la première question. Donc pour savoir à quelle question je suis, je vais avoir un const question index qui démarre à 0, puisque l'index de mon arrêt, il est zero based, il démarre à 0, donc on le met à 0. Et dès ici, quand j'affiche le premier écran, je vais faire load question. Load question, et le load question, donc const, c'est une fonction, load question, qui va, et en fait je vais préférer mettre le question index, donc index ici. Oups, ouh là là, qu'est-ce que je fais? On se calme, c'est mieux. Donc question index, et ça devient index dans ma fonction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la current question, const current question, qui va être égal à questions index. Et une fois que j'ai récupéré la current question, en fait c'est pas load question, c'est display question. Elles sont pas vraiment chargées. Donc display question, hop. Et en fait il fait deux choses, il choisit la question et ensuite il la display, mais c'est surtout le display qui compte, parce que vous allez voir il y a plus de lignes dans le display. Et qu'est-ce que le display il fait concrètement? D'ailleurs j'ai oublié ça, mais on peut faire non, on peut faire autrement, puisqu'on n'a pas besoin à un autre endroit. Donc moi ce que je veux quand je charge une question, c'est changer ici le H2 dans le question screen et changer le UL dans le question screen. Donc pour faire ça, on va déjà changer le H2, c'est le plus simple, et pour le UL c'est un peu plus compliqué. Donc on regarde par défaut, quand je clique, on a la question 2. Quelle est ta femme préférée dans la saga? Donc on va faire la question 1, qui est quel est ton homme préféré, que je n'ai pas changé. Ah oui, j'ai rien fait. Quel est ton homme préféré dans la saga? Et j'avais préparé les réponses possibles. Hop. Donc, Harry Potter, avec mon accent parfait. Cédric Diggory, qui est un Hufflepuff, et Ollivander, qui est Ravenclaw par défaut. Je vois le gars, mais je me rappelle pas s'il est... Enfin, j'ai pas lu les livres, donc... Ok. Drago Malfoy est clairement Slytherin, Serpentard. Et j'ai effacé mon Gryffondor sans faire exprès. Voilà, on est bon. Donc quand je veux cliquer... Merci Julie. Quand je veux cliquer, je m'assure, ça j'avais écrit ça par défaut, mais maintenant c'est le JavaScript qui va prendre le dessus, et je devrais avoir les hommes de la série. Enfin, certains hommes, qui sont plus des enfants d'ailleurs, de la série. Et pour faire ça, on va mettre current question, hop hop hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos personnages préférés. Ben voilà, vous préférez, pour ceux qui connaissent Harry Potter, je sais que Abdullah aime bien Harry Potter. Donc dans les hommes, toi tu préfères qui? C'était quoi la liste? Donc Harry Potter, Drago, Ollivander. Ollivander, c'est celui qui vend des baguettes magiques au début du film. Et Cédric Diggory, c'est celui c'est celui qui fait Twilight. Comment il s'appelle? Robert Pattinson, celui qui meurt. Oh, pardon, je n'ai rien dit. Pas de spoiler, ça fait 12 ans que c'est sorti. 20 ans bientôt. Ou c'est déjà 20 ans.
Donc Harry Potter pour toi, Julie. Ok. Donc let's go. Et l'idée maintenant, c'est d'aller charger tout ça. Alors, dans current question, on a récupéré la question et on va lui dire, on va prendre l'else, donc l'élément question screen, et au lieu de créer une variable, parce que je vais l'utiliser uniquement dans cette fonction, et ben je vais pas en faire de variable, puisque je l'utilise pas autre part. On crée une variable quand on utilise quelque chose à plusieurs endroits. Mais là, je l'utilise qu'une fois, dans une fonction, et cette fonction est rappelée plusieurs fois. Donc, j'ai pas besoin de créer une variable. Et je vais faire un query selector qui va appeler donc c'est une méthode qui va appeler le h2. Et sur le h2, je vais faire un text content est égal à quoi? À current question.question. Et on va voir déjà si ça a changé la current question. Et là, c'est devenu quel est ton homme préféré. Donc c'est bon, ça a changé. Ensuite, avant le ensuite, cette ligne est beaucoup trop longue à mon goût. Et donc on va en faire une variable. Voilà. Une autre raison pour laquelle on ferait une variable, c'est quand la ligne est trop longue. Donc question L. Et ça sera une const question L. La lisibilité du code est primordiale quand on code. Parce que sinon, quand vous revenez dessus dans 3 mois, est-ce que vous arriverez à lire? I don't know. Donc answers L, et c'est else.questionscreen.querySelector UL. Et dans ce UL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter des LI. Donc avant ça, on va les créer en fait. Donc on va faire une boucle sur current questions answers.map, puisque answers c'est un arrêt qui va nous envoyer les c'est pas vraiment le answers container ici, parce que c'est le UL, et là ce sont les answers. Else, les éléments de réponse, puisqu'il y en a plusieurs. Ok, donc un map, on fait un map sur un arrêt d'objets qui va nous retourner chacune des réponses. Et dans les réponses, on récupère le title. Et le title, et on va même récupérer la house, la maison. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. Et à chaque fois, ça va nous retourner une LIL, donc un élément LI qu'on n'a pas encore créé, donc const LIL qui va être égal à document.createElement. Donc là on va créer, on n'essaye pas de rappeler un élément, on va le créer parce qu'on va écraser celui actuel pour en recréer un autre. On pourrait réécraser sur les 4 précédents, mais imaginez vous avez des questions avec 3 réponses ou 2 réponses, vous voulez plutôt tout écraser, tout recréer. Donc à chaque élément de la boucle, je fais un LIL. Dans ce LIL, je prends le text content qui sera égal à answer.title. Et je vais rajouter un petit truc qui sera le data. Donc set attribute ou directement j'ai oublié comment on fait ça. Oh, c'est pas grave. Donc set attribute, je voulais faire une autre manière mais là j'ai un trou. Set attribute, on va mettre le data-house et sa valeur va être answer.house. On va retourner tous ces éléments dans la variable answerL qui n'est pas encore récupérée, et ce answerL il va prendre le answer container L qu'on va vider, qu'on va remplacer en fait
par alors c'est pas un append_child, donc JavaScript, j'oublie tout le temps ces méthodes. JavaScript insert child. Donc on a insert before. Mais c'est pas un. Alors moi je veux JavaScript delete elements in node, dans un nœud JavaScript. Remove child, parfait, remove child. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les enfants. Et une fois qu'on a enlevé tous les enfants, tous les nœuds enfants du container, donc dans un UL tous les enfants ce sont des LI. Une fois que j'ai enlevé tous les enfants dans le UL, je vais insert, donc insert before, non, append child, pardon, append child, et on va append child les answer L, answer else, et là le answer L on va le spread, on va l'éclater pour qu'il puisse fonctionner. Normalement ça devrait être bon. Si je me trompe, ben, on va voir ça très rapidement. Donc quand je clique, et ben ça va pas fonctionner. Node one argument required but zero present. Donc answer L, c'est quelle méthode exactement? Ligne 79, c'est bien le remove child. Donc le remove child, je sais pas comment on le fait, on va regarder. Et on définit le child. Non, moi je vais enlever tous les enfants. Ah, je dois définir l'enfant. Non, 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 je vais pas faire ça. Remove an element, remove, delete, remove all elements. Remove all child in nodes, mais je préfère une question Stack Overflow que JavaScript tutorial. Clearing. Ah ouais, on peut le clear avec inner HTML. Ah, clearing by text content, ça c'est encore mieux, je préfère. Le inner HTML vaut mieux éviter, il n'est pas très safe. Donc text content qui est égal, enfin c'est une assignation à rien. C'est pas très propre non plus, mais c'est mieux. Et là, le append child, est-ce que si je le déstructure pas, il va fonctionner? Non. Donc, ça m'embête. Il y a un insert before. Non, c'est insert adjacent. Insert adjacent. Je me rappelle plus des méthodes pour faire ça. Non, toujours pas. C'est même pas une fonction. Donc, node. On va revenir ici. On va faire une petite recherche. Insert adjacent element. Ah, c'est ça. Ok, insert adjacent. Et element. Boom. Qu'est-ce que ça nous donne? Toujours pas. The value provided. Ah oui, parce qu'après il fait. On a un autre élément. Before. After begin. En fait, le insert adjacent element il est plus complet et il met que le premier. Ça m'embête. Et quand je mets l'arrêt comme ça fonctionne pas non plus. Est-ce que si je fais. Sinon, je fais un brut. J'aime pas trop ça, mais. Ouais, non, ça fonctionne pas non plus. Ce qui m'étonne pas. On va faire ça en brut. Parce que je peux ajouter un élément. Je peux pas en ajouter plusieurs. Et je vais pas refaire une boucle pour insérer dans
Donc insert JavaScript, insert multiple elements to DOM. Pareil, Stack Overflow. Super, append child plusieurs fois. Ou sinon, inner HTML. Ben, entre les deux, je vais faire un... Ah, append. Append direct. Voilà, super. C'est ça que je veux. Je te veux dans mon équipe, append. Yes. Super. Donc, avec append, je peux récupérer un arrêt, parce que récupérer l'arrêt, c'est un peu plus complexe, et on est obligé... oui, pourquoi c'est embêtant? Je vous explique pourquoi c'est embêtant tout ça. C'est parce que normalement, je devrais faire virgule entre chaque élément. Il n'y a pas de possibilité d'ajouter un arrêt. Et grâce à l'ES6, les nouvelles méthodes de l'ES6, avec le spread, ça remplace les virgules. Ça fait comme si je mettais l'élément 1 en tout premier, l'élément 2, virgule l'élément 2, virgule l'élément 3 et ainsi de suite. Et donc il me fallait une méthode qui accepte plusieurs éléments directement. Parce que aucune des méthodes JavaScript ne prend un arrêt directement. Il faut absolument les spread ou les mettre à la main. Sinon j'aurais dû faire ça. 0, 0, else et 1 et ainsi de suite. Donc c'est un peu chiant. Donc avec ça, on est bien. Super. Et une fois, hop, on va fermer tout ça. Donc une fois que j'ai cliqué, je tombe sur Harry Potter et les autres. Et on regarde bien dans notre HTML, vous voyez, le Data House, ici, il apparaît bien dans dans les réponses. Mais c'est caché, c'est dans le code HTML. Nous, nous développeurs, on le voit. Mais l'utilisateur le voit pas. Après, vous allez me dire, bah si, il le voit parce qu'il peut faire clic droit, inspecter l'élément. Personne fait ça, à part les développeurs. Ou les hackers, les gens qui savent un peu développer. Si vous voulez aller plus loin, normalement, vous devriez avoir ces validations côté serveur. Mais ça, on le fait pas. Mais c'est la même idée derrière. Donc quand je cliquerai sur Harry Potter, il est attaché à Gryffondor, mais côté backend, comme ça, personne ne peut voir les réponses. Enfin, à quoi attacher une réponse. Donc, maintenant qu'on a fait ça avec Harry Potter, ce qu'on va faire, c'est quand je choisis une réponse, il va enregistrer. Donc, on va arriver à la deuxième, au dernier élément. On va changer de screen. Donc ça, on sait déjà faire, mais on va changer de question et on va enregistrer la question. Donc, on va avoir une troisième variable relative aux questions. Donc, regardez ici, on a la question index, toutes les questions, et on va avoir const. D'ailleurs, ce que je viens de faire, c'est que je viens de réduire en cliquant sur la petite flèche là. Pour ceux qui ne voient pas, il y a une petite flèche. Je l'ai réduite ici, comme ça, on peut voir les trois questions directement. Donc, const questions, et là, on aura recorded questions. Et là, c'est un arrêt vide, et on va enregistrer à chaque clic, ajouter la réponse, la house, la maison sur laquelle on vient de cliquer. Comme ça, à la fin, on aura un total de chaque maison, et on pourra dire telle maison a gagné, parce que c'est la maison qu'on voit le plus dans notre arrêt. Et si on a une égalité, bon, on se débrouillera. On fera ça dans un autre live peut-être. Donc, enfin, je vous laisserai justement vous occuper de la gestion des égalités. Puisque le but, comme je le dis tout le temps, c'est, je vous montre un peu les bases, mais c'est à vous d'enrichir le live. Donc, je clique. Donc, quand je clique, je vais créer un événement pour dire que j'ai cliqué sur
sur mon container. Et en fait, et ben là je me rends compte d'un truc, c'est que mon container answer L, et ben je l'utilise à plusieurs endroits. Donc ça va devenir une nouvelle variable qui va être else.answerContainer que je vais setup plus haut et je la réutilise ici. Voilà. Donc answerContainer qui est nul par défaut. Par contre ici on le définit par else. Donc QuestionScreen.querySelector UL. Et donc ici, ça je peux l'enlever puisque je viens de le refaire. Voilà. Donc vu qu'il est utilisé à plusieurs endroits et que j'en ai besoin, else.answerContainer, il va ajouter un événement. Et en fait, pourquoi j'ajoute les événements ici? Parce que les événements, je les ai ajoutés que dans le init. Les événements, je les ajoute une seule fois dans ma page. Si vous ajoutez un événement dans le display question qui est appelé plusieurs fois dans le code, et ben l'événement va se régénérer plusieurs fois. Donc la première question, je vais cliquer sur le LI, il va créer une action qui va s'effectuer une fois. La deuxième question, il va rajouter un autre événement, et quand je vais cliquer sur le LI, cette action va s'effectuer 2 fois. Et au bout de 3, 4 questions, 10 questions, et ben il va s'effectuer 11 fois. Ça va être juste... ça va créer plein de problèmes dans votre code. Donc pensez à créer vos événements une seule fois. Donc je fais un événement sur le clic. Et d'habitude l'événement on le récupérait pas. Je vous disais on a un event qui est un objet. Cette fois on va récupérer la target de l'événement. Et la target c'est event.target. Et vu que c'est event.target, on peut la déstructurer. Donc, on récupère directement la target dans l'objet event. Et on va vérifier if target.contains non, c'est tag name, je crois que c'est ça, est égal à li. Bon, je vais faire ici $0. $0 c'est pour sélectionner un élément qu'on a cliqué. Donc ici $0, pardon. Là j'ai cliqué sur Hermione, là j'ai cliqué sur Bellatrix et $0 deviendra Bellatrix. C'est l'élément sur lequel j'ai cliqué dans Elements. Donc $0.tagname, voilà, tagname, super, c'est ça. Donc tagname en majuscule est égal à li en majuscule. Donc si le tagname n'est pas égal à li, alors j'arrête ma fonction. Sinon, le tagname, ben, on récupère donc le target .get attribute qui sera data-house et ce data-house, donc on le met dans une variable house, et cette variable house on va la mettre dans recorded questions.push house. Donc à chaque question on clique et on envoie la maison sur laquelle on a cliqué dans le recorded questions answers d'ailleurs. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on va passer à question index. Rappelez-vous, le question index, on va lui ajouter 1 et on va faire load display question. On va passer à la question d'après qui sera question index. Donc normalement on a fait les deux actions. Là je clique sur Harry Potter. Ah, j'ai une erreur, assignement, donc c'est links assignment. Oui, parce que question index je l'ai créé en const, il faut que ça soit un let pour que je puisse le modifier. Donc je clique Harry Potter et là on est passé à la deuxième question, Hermione Granger. Et si on a accès donc on a accès à Recorded Answers, on a bien Gryffondor parce que j'ai cliqué sur Harry Potter.
Yeah! Et regardez, je clique sur Bellatrix Lestrange. Ah! Euh... Ouais, ça m'embête. Parce qu'en fait, comme j'ai effacé tout ce qu'il y avait dans mon UL, euh, il perd l'event listener. Non, cannot read answers of. Ah non, non, ok. Non, ça c'est. Pardon, j'ai rien dit. Ça c'est bon. En fait, c'est une autre erreur. C'est quand je suis arrivé à la fin de mes questions. Donc ça a fonctionné le recorded answer. Voilà, il a bien ajouté Slytherin. Mais ça, l'erreur qui s'est affichée, c'est parce que j'ai que 2 questions. Donc là, quand j'ai cliqué, je suis arrivé à la fin de mon quiz. Et ben parfait. Ce qu'on va faire, c'est, on va dire display question. Sauf qu'il va être conscient que si en fait, c'est pas display question, c'est ici, on va dire si on a ajouté 1 au question index, on va dire si question index est supérieur ou égal à questions.length, donc à la longueur des questions, et ben on va pas faire question index. Donc ça c'est else, c'est dans le cas où c'est bien inférieur à question else, on affiche la question. Sinon, et ben on va display screen et on va aller au end screen. Donc on regarde et là on a notre petite quiz, on fait Harry Potter, Hermione et on arrive bien à la dernière question. Mais ça, on l'a pas encore fait. Donc c'est Gryffondor par défaut. Donc là on est bien, on a fait tout notre quiz avec tous les écrans qui apparaissent comme on veut, ça c'est cool. Et on a notre recorded answer qui enregistre bien les bonnes réponses. Et ben, je crois qu'on est bon pour la première partie, qui se finit un peu tard. J'en suis conscient. Ça a pris plus de temps que prévu, mais là, on a pu enregistrer les questions. Donc, on va faire fin de la première partie. Super. Sauf que j'ai pas rempli ma gourde, donc j'ai soif, mais j'ai pas d'eau. Et ben c'est pas grave, on est en retard, donc on va accélérer. Deuxième partie, on va ajouter, je sais pas si on va ajouter des images aux questions, mais en tout cas on va calculer le score. Donc on va calculer le score d'abord, et après pour ceux qui ont un peu de temps et qui seront encore là, on va faire on va ajouter les questions. On va ajouter les images, pardon. Pour ceux qui sont arrivés et que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à dire coucou sur le chat, que je sache que je sache que je sais, oui, que je sache que vous soyez là. Je sais pas parler français, c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc on est bon, on va passer à la deuxième partie. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. On passe à la deuxième partie qui va nous permettre justement de calculer notre score. Parce qu'on a enregistré dans la première partie toutes les réponses, mais maintenant on va faire notre algorithme qui va nous permettre de récupérer que telle personne vient de telle maison. Salut Manu. Donc ce qu'on va faire, Manu, j'avais posé la question aux autres. Est-ce que tu peux nous dire si tu devais être dans Poudlard, dans quelle maison tu serais? Si tu es un fan d'Harry Potter, sinon, ben. Alors, enfin, un fan, t'es pas obligé d'être fan, tu l'as vu au moins. Enfin, si tu l'as vu. Je ne vais pas supposer que tout le monde a vu Harry Potter parce que j'aime Harry Potter. Alors, donc c'est parti. On va. Hop, on reprend le code où on en était. L'idée, c'est de se dire, une fois que je suis arrivé à la end question, ici, et ben on va calculate score. Et en fait, on va calculer le score avant de display le end screen, parce que on va modifier des choses sur le end screen, on va modifier la maison en fonction du end screen. Donc le calculate score va aussi modifier le end screen. Donc const calculate score est égal à, donc c'est une fonction. Non, pourquoi j'ai remis calculate score?
Et en gros, on va récupérer le recorded answer, et dans le recorded answer, on va essayer de trouver l'occurrence qui apparaît le plus dans notre recorded answer. Et ben là, ça va être de l'algo pur. Est-ce qu'il y a une méthode en JavaScript qui permet de faire ça? Je suis pas sûr. Avec les nouvelles JavaScript, most occurrence in array. Get element with the highest occurrence. Donc là, il y a 2 Apple. Donc là, il fait tout à la main. Ah, il fait un sort filter et il prend le premier. Ah, c'est pas bête ça. Ah, nice. Donc, il n'y a pas une vraie méthode. Le reduce, ouais, mais le reduce, il est hardcore à comprendre. C'est quoi ça avec tes variables cryptiques là? A, B. Ok, moi j'aime bien cette solution. J'avais un truc en tête, mais hey, ça sert à rien de réfléchir, puisqu'il y a tout sur internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on. Ici, l'idée. Alors, il fait un sort. Alors, je vais quand même revérifier. Il fait un. Ah, il fait un. Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un filtre. Il fait un filter. Ah, c'est ouf. Comment il a pensé à ça, le gars? Donc, en gros, je vais vous expliquer un peu comment il fait ça. On va ouvrir ici. On va faire un double screen. Et de l'autre côté, on va mettre en application comment ça fonctionne. Donc en gros, j'ai donc pear, donc des poires, apple. Je double tout ce soir, orange et encore apple. Donc en gros, ce qu'il fait avec ça, on va le mettre dans une variable var elements. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, il a déjà été déclaré dans notre page. Donc on va l'appeler var fruits. Ah ouais, fruits. Voilà. Hop. Donc, en gros, on va commencer par le filter. On va essayer d'aller au plus petit. Donc, il prend. On va essayer de voir ce que c'est le filter et après je vais vous montrer ce qu'il fait à l'intérieur parce que c'est pas super complexe mais c'est intéressant. C'est ingénieux, je trouve. Donc, en fait, le filter, c'est quoi? C'est filter où je dis. Donc, filter, ça attend un callback. On va l'écrire en entier parce que là, il a fait un shortcut. Et filter, il va prendre tous les éléments donc un fruit et on va lui dire tu vas me retourner uniquement les éléments. Donc fruit, si fruit est égal à apple. C'est ce qu'il dit. Et là, il nous en retourne 2. Après, il va dire tous les oranges. Il nous en retourne 1. Et après, il va nous dire tous les pears, des pois. Et il nous en retourne 1. Et après, lui, il fait lens dessus sur notre filter. Donc, ce qui veut dire que si je fais sur mon filter.lens, je vais avoir le total. Il n'y en a qu'un pour les pears, les poires. Et pour les pommes, il y en a 2. Et ensuite, par-dessus ça, il fait un sort. Et le sort fonctionne de la manière suivante. On va clear tout ça parce que je suis tout en bas. Ok. Un sort, donc le array sort, il fonctionne d'une manière un peu différente. Donc on a la var fruits. Donc le sort c'est toujours sur un array. Donc fruits.sort. Et par défaut, il va prendre uniquement, il va ordonner par ordre alphabétique. C'est ce qu'il fait. Sauf que le sort attend une fonction
Et dans cette fonction, on peut lui dire, il va prendre l'élément, il va prendre, en fait le sort, il va traverser tous les éléments, mais il va les prendre deux par deux. Il va prendre le premier et le deuxième, et la deuxième boucle, il va prendre le deuxième et le troisième, et la troisième boucle, il va prendre le troisième et le quatrième. On va avoir sous une variable A et B. On va faire console log A et ah oui, je peux pas faire, c'est dans VS Code que ça fonctionne. J'essaie de dupliquer ma ligne, mais ce shortcut ne fonctionne que dans VS Code. Et là, regardez, donc pardon, et on va mettre un dernier console log qui va dire, comme ça on va voir la fin de la boucle. Donc première boucle, sauf ah oui, parce que le sort, il faut faire attention, le sort il est il modifie notre élément. Donc la première fois que j'ai appelé sort, il a modifié mes fruits. Donc je vais redéfinir fruits avec ma valeur par défaut. Voilà. Donc je relance fruits. Et là, il commence par apple pair. Donc en fait, il prend le 2, 1. Le deuxième et le premier. Et ensuite, il prend le troisième et le deuxième. Et ensuite, il prend le quatrième et le troisième. Voilà, c'est pas ce que j'avais dit, donc c'est juste inversé. Donc c'est pas 1, 2, mais c'est 2, 1, ensuite 3, 2 et 4, 3. Il prend les éléments les uns après les autres et il les... Et en fait, la fonction ici, elle attend un résultat. Et ce résultat, si je mets moins ou plus, ça va mettre l'élément avant ou après celui qui était avant, et ainsi de suite. Et ça va les ordonner en fonction de ce que je veux. Donc, lui, ce qu'il fait maintenant, c'est que il prend le fruit sort. Donc, on va redéfinir le fruit parce que en faisant le sort, j'ai dû encore modifier mon fruit. Voilà, on redéfinit fruit. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le array sort, il récupère l'élément Apple et pair, ok, et il fait un array filter sur le A qui va être Apple et un array filter sur le B qui va être pair, poire. Et il va retourner la longueur de poire et de Apple. Et il va dire l'un moins l'autre. Et une fois qu'il va faire l'un moins l'autre, et ben il va avoir celui qui va être le premier, enfin il va les réordonner en fonction de celui qui apparaît le plus souvent. Donc ça va être donc dans notre cas ça va être Apple qui va être 2 et donc qui va apparaître en premier. Et à la fin de tout l'array sort, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire pop. Pop c'est pour récupérer, donc fruits ici, donc fruits.pop, il va récupérer le premier élément. Le dernier, pardon. Le dernier, c'est quoi? C'est shift. C'est shift le premier et pop le dernier. Parce que il va, donc dans sa boucle qui va changer, il va mettre Apple en dernier. Et en fait, voilà, c'est comme ça que fonctionne toute la boucle. Là, je vous ai donné le détail pour que vous compreniez en fait ce truc assez compliqué, mais que je trouve assez cool. Et en fait, comme on l'a expliqué, est-ce qu'on va faire... Oui, on va le faire. Allez, c'est parti. De toute façon, ça fonctionne tel quel. Hein. Maintenant qu'on l'a compris, on peut le réutiliser. Donc nous, ce qu'on prend, c'est le recorded answer. Recorded answer. On va lui faire const house, puisqu'on va récupérer une maison à partir de ça. Et on va faire donc sort sur le recorded answer qui attend une fonction. Cette fonction va avoir A et B comme variable, comme paramètre. Et ensuite, et donc le AR ici, moi mon AR c'est recorded answer. Donc recorded answer, point filter. V, ça correspond à la réponse actuelle. Donc, et je vais pas l'appeler A, mais answer.
et on va vérifier si answer est égal à A. Point length moins. Et là on fait l'autre. B. Et on va voir console.log house. Hop. Et pour être sûr qu'on est bon, on va ajouter une troisième question. Comme ça, je vais pouvoir faire 2 réponses et une réponse parce que le code a l'air bon, mais on va vérifier tout ça. C'est pas bon de simplement dire c'est pas parce qu'on l'a vu sur internet que ça fonctionne que moi, dans mon implémentation, tout est bon. Donc je duplique la deuxième question, j'en fais une troisième et je change l'intitulé de ma troisième question qui est quel est ton animal magique? Ici. Hop. Et mes réponses sont là. Un hippogriffe. Alors, hippogriffe, c'est lequel? Ah oui, c'est celui. Hop. Donc, hippogriffe. Le phénix, qui sera griffon d'or. Le sombral, qui sera Ravenclaw, je pense. Hein. Et le dragon. Non, mais. Donc le. Ah! Bonne question. Je sais pas dans quoi je mettrais les. Ah, là, je sais pas. Je pense. Alors, le hippogriffe, c'est celui. Alors, j'ai la photo. Donc, c'est la question 3.1. Voilà, c'est lui, là. Donc, dans l'épisode 2 ou. Non, dans le 3, je crois. Ouais, dans le 3. Ça, c'est l'hippogriffe. Ça, c'est le phénix. C'est celui qui appartient à Dumbledore et à Harry Potter. Enfin, et qui écoute Harry Potter. Donc, je pense que c'est un. Pour moi, c'est un griffon d'or. Ça, c'est le sombral, c'est le truc où il y a Luna dessus. Donc ça, je pense que c'est le Ravenclaw, puisque je dirais que Luna, c'est Ravenclaw. Et maintenant, le dragon, dragon, c'est Slytherin. Et le hippogriffe, c'est Hufflepuff. Je dirais ça. Ok. Donc ça, c'est Slytherin, clairement. Et Sombra, Ravenclaw, Gryffondor et Hufflepuff. Hufflepuff. Hop. Voilà. Donc là, on va avoir 3 réponses et je vais faire exprès d'en mettre 2 Slytherin, une Gryffondor dans des ordres différents et on va voir ce que le house va nous envoyer et on va en profiter. En fait, on va l'afficher directement plutôt que dans la console et en fait, on va l'afficher où? On va l'afficher dans le end screen. Donc on va le faire maintenant, comme ça c'est réglé. Donc dans le end screen, on va prendre else.endScreen.querySelector et on va query selector quoi? On se rappelle, j'avais fait exprès d'avoir un span ici qu'on va modifier. Et donc dans le end screen, on a un seul span et on va lui mettre text content qui est égal à house. Voilà. Hop. Donc ça, on peut refermer. Ici, on est bon. Et maintenant, on va avoir 3 questions. C'est parti. Donc, Harry Potter, j'ai dit 2 Slytherin. Donc, on va avoir Drago Malfoy. Draco en anglais, je sais pas pourquoi ils ont changé. Et le dernier, on va mettre Phoenix qui est un Gryffondor. Et là, ah bah oui, lui, il les affiche tous, super. C'est exactement pas ça que je voulais. Parce que j'ai oublié le pop dans mon calcul. Voilà, ici. À la fin, je mets le petit pop. Voilà. Et ça va fonctionner. Donc, Drago Malfoy, Bellatrix Lestrange et le Phénix. Et maintenant, il dit Gryffondor. Non. Donc, on va vérifier le recorded. Ici, recorded answer. Oui, parce que
Alors déjà, pourquoi il a mis Gryffondor alors qu'il n'y a même pas Gryffondor dans le Recorded Answer? Magique. Je crois qu'on va changer d'algo. Donc le Recorded Answer. On va juste tout revérifier parce que je ne comprends pas. Ici, je vais ouvrir ma console et m'assurer. Là, je clique bien sur Drago Malfoy qui est... Ok. Je vérifie mon Recorded Answer. Slytherin. Bellatrix Lestrange. Slytherin. Et là, quand je vais cliquer, il devrait... Donc, ce que je vais faire, c'est... Ouais, il a fait Recorded Answer. Donc, quand je vais cliquer ici, sur le Phénix, ici, qui est Gryffondor, je devrais avoir mon Recorded Answer. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris, le coquin. Ok, peut-être j'ai fait... Donc, on va reprendre le code que j'avais. Il fait A et B. Filter. A moins B dans le sort. Et j'ai oublié mon... Et oui, j'ai oublié mon return parce que... Ah, voilà, c'est ça. J'ai oublié mon return. Là, il fait un shortcut. Donc, il fait un return automatique. Mais ouais, j'ai pas mis le return. C'est pour ça. Et j'ai le pop. On est bon. Donc, ça devrait aller cette fois. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on n'a pas le recorded... Enfin, là, j'ai redémarré. La raison pour laquelle on n'avait pas le recorded answer... non, c'est bien pop. Parce que le code, en fait, il fonctionne à l'envers. La raison pour laquelle on ne le voyait pas, c'est parce que le pop, il a enlevé le Gryffondor qui arrive à la fin. Donc, non, en fait, le sort, il n'a pas fonctionné. Je vois ce que tu veux dire, Julie, mais en fait, c'est parce que le sort, il n'a pas fonctionné. Et on va faire le contraire juste après, tu vas comprendre. Et là, c'est Slytherin. Regarde, cette fois, je vais répondre à 2 Gryffondor en premier. Enfin, non, à 1 Gryffondor en premier et 2 Slytherin à la fin. Donc, Harry Potter, Béatrix et le dragon. Et là, c'est encore Slytherin. Et si tu regardes, voilà, on n'a plus le Slytherin à la fin parce qu'en fait, le sort, il va mettre à la fin l'occurrence qui est la plus présente. Il va mettre, donc il va ordonner dans le sens inverse de ce qu'on penserait. Donc on pourrait faire le contraire et faire inverser les deux, mais là on est bon. Donc voilà, là c'est bon. Alors c'est bon, c'est pas bon parce que là on a des noms en anglais, Slytherin. Donc on va rajouter un petit truc qui va mapper et donner le nom français. C'est un peu comme ça qu'on fait les trucs de traduction aussi. Donc house in French. Et on va avoir toutes les clés. Donc Slytherin en anglais, qui est Serpentard. On va avoir Hufflepuff qui est Pouf Souffle. On va avoir, Ravenclaw qui est Serre d'Aigle. Et enfin, Gryffondor, qui en français, Gryffondor. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on a house qui est récupéré en anglais, on va le prendre et on va prendre l'objet qui va... Alors, je vais refermer parce qu'on voit pas tout. Donc, dans house in French, si je fais point Slytherin, ça affiche Serpentard. Si je fais point Hufflepuff, ça affiche Pouf Souffle. Sauf que je ne peux pas faire point house parce que house n'est pas une clé. Donc je vais utiliser l'autre notation qui va permettre de prendre une variable et de la modifier. Ce qui fait que maintenant je vais mettre voilà, et là ça met bien Gryffondor en français. Et alors le rejouer ne fonctionne pas, donc on va finir sur le rejouer. Et vu qu'il est tard, je vais pas faire plus de CSS. Enfin si, je vais juste changer la fonte parce que je supporte pas cette fonte. Et on va finir là-dessus.
je sais plus ce que j'ai dit, le rejouer. Voilà. Donc le bouton rejouer, on va lui dire quand je clique, et ben l'événement ici, quand je clique sur le bouton End Button, qu'est-ce qu'il fait? Il reva sur le welcome, le welcome screen, le question index redémarre à 0 et c'est tout. C'est tout. Let's go. Rejouer, on repart et on repart à la première question. Tadam! C'est bien ou c'est bien? Moi je dirais que c'est bien. Donc ouais, là ça a pris un peu plus de temps. Est-ce qu'on fait... Ben ouais, on est bon tonton. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit peu de CSS ou c'est vous qui voyez? Voilà, c'est vous qui choisissez. Moi je pense qu'on a la... Ou sinon ce qu'on peut faire c'est que vous ferez le CSS, puisque le but comme d'habitude de ces live tutos c'est de reproduire soi-même le code avec un algo plus complexe. Ouais, mais en fait, oui. En fait, comme je disais au début, je sais pas si tu étais arrivé et on va en profiter. Bon, donc on va s'arrêter là. Donc merci pour votre attention. Je vais faire des petites annonces après. On vient de finir le petit algo, enfin le petit quiz de personnalité. Pour Harry Potter, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi d'autre. Si vous préférez les Avengers, si vous préférez le Club des 5, ça c'est un vieux livre. Ah oui, je suis vieux moi. Il y a quoi d'autre qui est dans la pop culture, dans les comics aussi, si votre personnage de comics préféré, mais bon les Avengers aussi. Euh, si quel est votre ministre préféré dans le gouvernement aussi. Vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Vous faites ce que vous voulez, mais avec le JavaScript, vous choisissez vos questions et vous définissez. Ah, votre personnage Disney, exactement. Ça c'est bien. Si vous êtes Lilo de Lilo, non Stitch de Lilo et Stitch. Si vous êtes, il y a quoi d'autre? Ah, moi je suis plutôt Sébastien de la petite sirène par exemple, sans l'accent. Euh, Non, Sébastien, non, Polochon. Ouais, Polochon, c'est la petite bête et Sébastien, c'est le homard. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs marrants et vos amis, ils deviennent le génie de Aladdin ou c'est pas le corbeau, c'est le perroquet dans Aladdin. Mais j'ai pas son nom là. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Euh, Il y a plein de choses que vous pouvez faire, donc amusez-vous avec ça. Euh, non, Abou c'est le singe. Je pensais au perroquet là, le copain de. Mais Abou c'est bien aussi. Ouais, c'est bien Abou. Euh, enfin voilà. Donc on a fini. Merci à vous pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Euh, Lago, merci Lago. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Les petites annonces qui vont être assez cool. La semaine prochaine va y avoir le live tuto mercredi de d'un bot Discord qui fait le jeu du pendu. Donc ça va me permettre de vous ouvrir et de vous montrer pour la première fois le channel Discord qui était ouvert mais que j'avais pas pris le temps. Je savais que j'avais pas le temps de m'en occuper donc je l'avais pas officiellement ouvert. Donc on va officiellement ouvrir le channel Discord avec un bot Discord qui va faire le jeu du pendu. Donc ça va être trop cool. Mais en plus de ça, la semaine prochaine, je vais faire 3 autres lives. Donc plutôt vers entre 14h, 17h ou 15h, 18h, je sais pas trop. Mais dans l'après-midi, où je vais mettre en place un projet beaucoup plus long et on va avoir des choses beaucoup plus compliquées. Et ça, je vais le faire 3 fois dans la journée et ça va être un site à la fois back-end et front-end.
avec du React en front et du Node en back, et en temps réel. Et qu'est-ce que ça va être ce site? Et bien ça, c'est l'annonce dont je vous avais parlé en début, c'est que le 15 décembre, on va faire un concours des développeurs, du meilleur développeur ou de la meilleure développeuse de Codiscovery de décembre. Et donc en gros, ça va être un petit concours où vous allez avoir des petits algos à faire dans un temps imparti, et c'est la personne qui le fera le plus rapidement qui va gagner le concours de décembre. Donc d'ici là, moi, justement, on va tout démarrer ensemble. On va faire des lives qui seront enregistrés et qui seront en replay, en effet, pour voir toutes les parties. D'ailleurs, le premier live, peut-être lundi ou mardi, je ne sais pas quand exactement, où on va définir les entités de la base de données, on va dessiner tout ce dont on a besoin avant de coder. Et le deuxième jour, et ben là on va commencer en fait on va aussi commencer à coder, mais on va juste mettre les bases pour pouvoir déployer le code sur Heroku avec une base de données et ainsi de suite. Et le deuxième jour on va vraiment commencer à coder. Donc on va faire tout ça. Et je sais pas combien de live ça va durer, mais ça va être un fil rouge, ça va durer assez longtemps parce que ça va être super complexe. Vous imaginez de créer un site qui va loguer les gens, qui va leur permettre de faire du code en temps réel et de voir qui est le premier, qui est le deuxième, d'avoir un leaderboard, ça va être super cool. Et donc je vous donne rendez-vous, React Node, MongoDB. Ouais, MongoDB, pas sûr, peut-être ça sera du SQL, j'ai envie de... Je sais pas, je vais voir. Ça sera ceux qui seront sur le live qui vont choisir. MongoDB ou MySQL. Et pour React, ça sera du React Hooks, peut-être du TypeScript, mais surtout ça sera du Next aussi. Ça sera du... Ah, pas sûr que ça soit du Next. Je sais pas, je me tâte. Ouais, je pense que ça va être du Next.js. Par contre, pour le TypeScript, je sais pas encore. Bon, bah, content que ça te plaise, bah, note le 15 décembre. Ça, c'est super important. Mardi 15 décembre, n'oubliez pas cette date, on va faire le premier concours de développeurs pour savoir qui est le meilleur ou la meilleure développeuse de cette communauté. Voilà. Et on va essayer de faire ça. Ah oui, ça sera le soir par contre. Ouais, là, ça sera le soir. Et ça sera rediffusé en live. Donc l'idée de cette plateforme, c'est que, ah oui, ça je vous l'ai pas dit, c'est que moi, j'aurai un dashboard où je verrai tous les participants en temps réel en train de taper leur code. Comme ça, je pourrais commenter sur sur ce que les participants font. Et comme ça, il y aura d'autres personnes qui pourront voir ce concours en live et en replay plus tard. Donc ça sera un genre de commentateur. Je serai le commentateur de votre compétition si vous y participez. Donc ça sera, pour ceux qui s'inquiètent un petit peu, ça sera quoi la difficulté? Le tout premier, on va faire très très simple. On va faire savoir les méthodes d'un arrêt, des petits trucs assez simples. Ça va augmenter, bien sûr, ça sera en crescendo, ça sera de plus en plus dur quand on avancera et qu'on va éliminer les gens. Mais ça sera de bout en bout, ça sera relativement simple. Si vous connaissez un peu JavaScript, si vous avez vu les lives, vous serez calé. Si vous avez fait une petite formation, ne serait-ce que de 2 mois en JavaScript, vous aurez normalement ce qu'il faut pour faire le concours. Voilà, voilà. Bon, bah, Manu a parlé, ça sera Mongo. Comme j'ai dit, on vérifiera lundi. Ça sera ceux qui seront là lundi ou mardi de 15h à 18h, je pense. Ça va être 15h, 18h qui vont choisir ça. Parce que j'ai envie de tester MySQL. J'ai toujours fait du Mongo. Donc voilà, voilà. Merci à vous pour votre écoute. C'était super cool. D'avoir une maison en flammes et de savoir qui allait rentrer dedans pour faire sa scolarité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous pouvez pas être là pour les lives fil rouge, que j'appellerai fil rouge, pour notre projet que j'appelle On refait le code.
Donc ça sera un peu... ça sera le nom. On refait le code, qui sera le projet du mardi 15 décembre. Si vous pouvez pas être là, bah soyez là pour le mercredi prochain pour le bot Discord qui fera le jeu du pendu. Ben, merci à toi Abdullah pour ta patience et pour ton écoute. N'hésitez pas de votre côté à faire le code par vous-même, à l'améliorer, rajouter un peu de CSS. D'ailleurs, on finit peu, mais on finit bien. Font family, Arial s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Ah, voilà, merci. Voilà. Bon ben, content que ça te plaise Manu. Passez une bonne soirée. Mangez bien. Et on se voit la semaine prochaine. Merci.